il me semble que Lumumba avait quand même une forte relation avec Nasser, et que, si je me rappelle bien, il y avait même un plan qui avait été mis en place pour une intervention. Je sais que Nasser a aidé au transfert de la famille, a aidé à Lumumba à faire aller au Leopoldville. Mais en fait, qu'est-ce qui a empêché la mise en place en fait, de ce plan d'action des pays africains? Et qu'est-ce qui a été le point de cristallisation qui a fait que Nasser, qui était une personnalité très très forte en Afrique à ce moment-là et dans le Moyen-Orient, n'a pas pu réagir, alors que dans d'autres moments, Nasser n'avait pas peur en fait d'y aller et d'envoyer des troupes. Alors effectivement, quand il y a la conférence panafricaine, les contingents les plus importants viennent de Tunisie, d'Égypte. Au Maroc, c'est un peu différent, mais oui, les Marocains sont là. Et à part, il y a le représentant de l'Algérie, du GPRA, qui est là, Yazid. Le soutien que Lumumba espère des pays nord-africains du Maghreb, je pense qu'il est aussi lié au sentiment qu'il a que les pays maghrébins sont moins néocolonisables que les pays d'Afrique subsaharienne, notamment francophones. Il a bien compris que les Fulbert Loulou, tous ces gens-là, il n'y a pas grand-chose à en attendre, mais qu'au niveau de l'Afrique du Nord, il y a quelque chose qui peut être intéressant. On est aussi dans la période de la guerre d'Algérie. Voilà, maintenant, je pense que le plan de Nasser arrive tout simplement trop tard. Il est mis en place plutôt autour de novembre 1960, où Lumumba est vraiment déjà, pas vraiment en situation d'en bénéficier personnellement, en tout cas d'être sauvé lui. Et il y a aussi des interceptions, des télégrammes par les Français, les Britanniques, etc., qui jouent. Et enfin, il y a le maillage du truc olusien. Là. Lumumba avait d'assez mauvaises relations avec Hammarskjöld et il détricotait en fait ce qui avait été mis en place au niveau de l'ONU était trop compliqué. Et enfin, sur place, il y avait une situation qui n'était pas propice, avec aussi le positionnement de Mobutu. Donc en fait, en novembre 60, c'était un peu trop tard, mais il y a effectivement une série de longs téléx, ou télégrammes, je ne sais plus comment on dit, où depuis le Caire, on explique comment on va intervenir au Congo, tenter de renverser la situation, mais tenter aussi d'offrir une porte de sortie à Lumumba pour le sortir de ce trac-là. Mais ceux d'en face étaient plus forts. J'aurais bien voulu poser la question au réalisateur, malheureusement il n'est pas là. Écoutez, on a tenté qu'il soit là. J'ai oublié de vous le dire en introduction, et d'ailleurs il s'excuse de ne pas être là, il n'était pas disponible. L'impression que j'ai qu'on donne trop d'importance à Mobutu, alors qu'il y a plusieurs personnes qui entrent en compte dans la mort de Lumumba. Mobutu n'était même pas le président à l'époque. Il y avait Kassavogo qui était le président. Alors, quelles étaient les relations entre le président Kassavogo et Mobutu? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce qu'on ne voit pas Kassavogo réagir. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans tout le détail et tout l'historique, mais de toute façon, après Lumumba, c'est vers Iléo que les choses se tournent, et Kasavubu était président de manière, entre guillemets, par arrangement politique. Donc ça, c'est un premier élément. Moi, la position, c'est que Mobutu a joué d'opportunisme en opportunisme, d'une part, a su se placer là où il fallait, entre guillemets, tomber par hasard, dans les bras de la CIA notamment, et avait une ambition qui était grandissante dans cette situation-là. Kasavubu, c'est un politicien, je dirais, classique, qui a joué un rôle, évidemment, dans la conscientisation, dans l'indépendance, etc., mais qui ne représentait pas, je pense, une carte intéressante pour la suite, notamment du point de vue des intérêts américains, tout simplement. Donc pour moi, il était plus là, je dirais, pour neutraliser Lumumba, déjà, pour, je dirais, congoliser ou nationaliser le débat, pour le verrouiller d'une certaine manière, et Mobutu, après, lui, prend de l'importance, effectivement, par son positionnement au niveau de l'armée. Puis après, donc, il y a toute la période
de guerre civile, des différents gouvernements, etc., dont il sortira en tête avec le soutien américain et la récupération française, puisque l'une des grandes fiertés de Mobutu sera toujours été d'avoir été le dernier dirigeant africain reçu par le général de Gaulle. Il s'en vantera et ce sera vraiment sa grande fierté. Et très rapidement, la France aussi intervient pour le sécuriser en compétition avec les Belges, puisqu'il y a toujours eu cette compétition avec les Belges. Et, ni Kasavubu, ni Tchombé, qui à un moment était leur pion, mais qui était le mauvais pion, ne jouait le rôle. Et Mobutu, oui, je dirais, c'est vraiment d'opportunisme en opportunisme et de circonstance en circonstance. Mais ça nécessite aussi un savoir-faire politique particulier. Petite question au passage pour Mathias, mais aussi pour l'historien que tu es. Le film date de 91, à l'époque les archives c'est très compliqué autour de Lumumba. Oui, il fallait, notamment quand on allait aux archives, pas générales justement, mais aux archives des affaires étrangères, il fallait rentrer avec un carnet, un crayon, et on remettait le carnet pendant plusieurs jours histoire qu'il soit relu. C'est comme ça que Ludo de Witt a fait son bouquin L'assassinat de Lumumba. C'est comme ça que ça se passait jusqu'en 2000, en fait, jusqu'à la commission d'enquête, pour toutes les archives coloniales. Alors je dis ça parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, tu disais tout à l'heure, Mathias, que d'abord il avait voulu, Raoul Peck, faire une fiction, et puis qu'en fait il va se pencher vers quelque chose qui, à l'époque, on ne s'en rend plus compte, n'est pas non plus quelque chose de très répandu, le documentaire. Aujourd'hui, on explose de documentaires de partout, mais à l'époque, ce genre de film est assez rare, anecdotique dans le cinéma général. Et donc la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est à quel moment ce film dépasse sa propre réalité et devient aussi une source d'archives pour l'historien et une source inépuisable de quelque chose de je ne sais pas quoi pour les gens de cinéma. Oui, en effet, Raoul Peck dit que beaucoup de ces images viennent de la RTBF, des images qui n'étaient pas répertoriées, qui n'étaient pas catégorisées. Aussi parce que c'était une histoire qui faisait honte à la Belgique, donc il voulait... Bon, ça c'est l'hypothèse de Raoul Peck. Et puis le musée aussi, pareil, le musée de Tervuren donnait accès à Raoul Peck parce qu'il ne pensait pas que le danger venait d'un jeune haïtien en 92. Alors avec ces archives, il en a fait un film qui parle aussi de l'archive, de l'historiographie, dans un sens qui n'était pas du tout... qu'on trouvait peut-être chez Chris Marker, chez Alexandre Klug, chez d'autres, mais qui n'était pas dominant, surtout pas à la télévision, et surtout pas cette voix personnelle, subjective de quelqu'un qui parle. Ce qui était dominant plutôt à l'époque, c'était The Voice of God Narrator, The Omniscient, cette voix-là. Alors, ce film devient archive en quelque sorte. Oui, en tant que chercheur de cinéma, c'est une pièce d'archive, mais qui n'est pas quelque chose du passé, qui est le commencement d'une certaine réflexion sur le temps et qui devient de plus en plus complexe, je dirais ça. C'est un documentaire historique, donc ça c'est un premier élément. Comme je disais, on a des archives qui sont préservées, qui sont visibles à travers ce film-là. On a des témoignages de contemporains. On a des allers-retours dans le temps, donc on a quand même toute une écriture, toute une construction qui aussi donne un état des lieux de la question à l'époque où le film a été fait. Donc c'est ça, je pense, qui est assez intéressant. Ça permet d'avoir un repère et de mesurer par rapport à ce repère-là, là où on est aujourd'hui, d'où le fait justement de l'introduction très intéressante. Le film n'a pas été beaucoup diffusé, peut-être une fois en 20 ans, quelque chose comme ça. Alors que Lumumba est quand même, un personnage très présent.
voilà, après, je pense aussi, du point de vue des archives privées aussi de RAOPEC, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose auquel on voudrait, en tant qu'historien, avoir davantage accès. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette histoire-là. Il y a beaucoup d'archives privées ou familiales qui existent ou qui ont été constituées. Et je pense qu'il y a sans doute un travail à faire à ce niveau-là, autour de Lumumba, qui était quand même une figure internationale. Je pense qu'il y a sans doute encore des archives qui le concernent, qui sont à trouver ici ou là. Mais ça nécessite en fait de reconstituer la constellation de toutes les personnes qui l'ont entouré. Donc là, on a par exemple la maman de RAOPEC qui avait un emploi de secrétaire. Donc c'est faire une sociologie de ces fonctionnaires, de petits fonctionnaires de l'État congolais au moment de l'indépendance, qui ont nécessairement sur eux des archives qui peuvent nous aider à reconstituer cette histoire de l'indépendance du Congo, une histoire d'en bas, et aussi une histoire, je dirais, qui serait déconnectée des archives coloniales belges. Et je pense que c'est ça un peu l'un des enjeux, c'est comment on écrit une histoire populaire, une histoire panafricaine de cette indépendance du Congo. Il y a beaucoup d'autres Haïtiens qui sont venus au Congo en 1960. Il y a quelques travaux, quelques articles sur les Haïtiens au Congo, au Sénégal, ou en Guinée, fin des années 50, début des années 60, qui montrent qu'il y a sans doute encore des archives et qu'on va sans doute encore découvrir des documents inédits concernant Patrice Lumumba. Bonsoir. J'aimerais savoir, vous dites qu'après le discours du 30 juin, le roi était extrêmement contrarié par rapport aux paroles de Lumumba, qu'il a voulu rentrer en Belgique. Est-ce qu'il n'a pas essayé de parler directement à Lumumba après cela? Il n'y a eu aucune intervention entre les deux protagonistes directement après? Ou est-ce que ça s'est clôturé comme ça? Alors, à ma connaissance, mais bon, c'est que à ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative de médiation, de conciliation. Enfin, il y a une conciliation pour pas qu'il reparte immédiatement. Les autres dirigeants ont un peu chargé Lumumba. Donc c'est aussi le début de Lumumba, le fautif, de l'échec de l'indépendance, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment de... en fait, c'est un incident diplomatique en tant que tel. Parce qu'il y avait un protocole prévu le protocole en tant que tel n'a pas été respecté. Donc, il y avait un storytelling prévu et le storytelling n'a pas été respecté dans ce sens-là. Après, on est aussi dans de la mise en scène qui me semble aussi quelque chose de très important. Donc la réaction du roi des Belges, elle n'est pas du tout surprenante. Je pense qu'il n'attendait que ça, puisqu'on sait que c'est pas le 30 juin 60 que les Belges se sont dit il faut qu'on sabote l'indépendance du Congo, c'est bien avant. Dès la seconde moitié de l'année 59, il faut que cette indépendance-là soit un échec. Donc on prend le discours de Lumumba comme un alibi pour charger Lumumba, pour permettre aussi aux adversaires congolais de Lumumba de dire que c'est de sa faute. Mais l'échec de l'indépendance du Congo, pensé par les Belges, il ne date pas du 30 juin. C'est prévu bien en amont. Juste un complément, si vous avez l'occasion de revoir l'affiche qui était dans l'événement, je pense, l'instant de l'affiche, la photo de l'affiche, c'est Lumumba, l'apéritif qui suit la cérémonie. Et en fait, l'affiche est un zoom d'une photo originale qu'on pourra peut-être faire passer sur le Facebook, si on la retrouve, qui est en fait une photo beaucoup plus large qui montre Lumumba complètement seul à la table de l'apéritif, donc esselé par rapport aux Belges, mais aussi par rapport aux Congolais présents. Une chose aussi dont on ne parle pas, très peu, c'est aussi la position de l'État congolais à un moment donné sur cette question. C'est-à-dire que même si maintenant l'Adam a été rapatrié, même si demain Brassine et d'Avignon meurent, le jour où l'État congolais dit aujourd'hui, maintenant, on veut mettre la question de la responsabilité sur l'assassinat de Patrice Lumumba, est-ce que vous pensez qu'on va commencer à dire mais non, écoutez, les gens sont morts, on ne peut rien faire? Non, il y a un réel rapport de force qui va s'installer et qui va obliger la Belgique à devoir assumer ses responsabilités.
que ce soit pour l'assassinat, que ce soit même pour le rapatriement de son discours, en fait, et même pour la question des réparations, ça aussi. Et ça, c'est une difficulté que l'on a en tant que groupement militant, c'est que, comme pour l'instant, on a un État qui est dans les bonnes grâces de la politique belge et ne fait pas trop de bruit sur cette question-là, on nous dit ici, mais de toute façon, sur place, ils ne demandent rien, et en fait, c'est la diaspora, en fait, c'est ce qu'ils disent, hein, qui est radicale, qui se radicalise sur cette question, alors qu'en fait, sur place, on s'en fout. Juste un petit mot, parce que ce qui se joue là est fondamental, dans la mesure où ce qu'on veut éviter. Moi, je dis souvent, quand on me sort pourquoi c'est utile. C'est drôle, hein? Vous vous rendez compte de la manière dont on a parlé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a parlé de colonisation. Et on a évoqué la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas loin. Moi, je vous dis, hein, ne réfléchissons pas à l'échelle d'une vie humaine. Pour moi, la colonisation, elle peut revenir, même après nous. Et donc, qu'est-ce que nous installons en termes de conscience pour éviter cela? Et pour le Mumba, c'est exactement la même chose. Quel est le travail que nous faisons pour qu'on arrête d'assassiner des chefs d'État et de gouvernement qui veulent le bonheur de leur peuple et qui veulent des relations d'égal à égal, parce que le Mumba n'était pas un anti-belge, comme ça a été dit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les diasporas font? Qu'est-ce que les pays d'origine font pour qu'on ne se lève pas d'ici pour aller assassiner? Je dis souvent, imaginez qu'on ait assassiné De Gaulle avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que la France serait devenue aujourd'hui? Je pose la question. Il y a des assassinats qui sont fondateurs de la destruction d'un État pour des années et des années. Et ça, c'est pour cela que nous nous battons. Ça ne doit pas arriver. Il y a eu toute une succession. 13 janvier, Sylvanus Olympio. 15 janvier 71, assassinat d'Ernest Ouandier. 1960, 3 novembre 1960, assassinat de Moumié. Amilcar Cabral, etc., etc., etc. Jusqu'à quand on va continuer à accepter cela? Et ne pensez pas que ce n'est plus possible. En fait, on n'a plus la trempe des grands dirigeants et des grandes dirigeantes de l'époque. Le jour où il va y en avoir un comme ça, ne pensez pas qu'on ne pourra pas l'éliminer. Hein. Un grand merci à nos intervenants du coup de ce soir. Merci à la